Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec professeur Mela Sarkar Merci. du département de Integrated Studies in Education à McGill University. Elle a mené avec ses collègues des recherches qui nous intéressent aujourd'hui sur le multilinguisme à Montréal chez les jeunes et notamment chez les artistes du mouvement rap ou hip-hop québécois. Donc, ma première question, pourquoi étudier la langue dans le rap? Pour plusieurs raisons. Moi, en l'occurrence, moi personnellement, quand j'ai commencé le projet, c'était à cause de mon fils qui avait à ce moment-là 14 ans, qui s'intéressait beaucoup au rap. Et c'est évident qu'un jeune gars de 14 ans et sa maman qui est professeur universitaire, ils n'ont pas beaucoup de choses en commun. Mais c'est lui qui a trouvé ce petit fil qui a servi à nous rattacher ensemble pendant des années, qui a marché, qui a été très efficace comme lien. C'est lui qui m'a parlé de la langue, le langage du rap montréalais. Et ça m'a tellement impressionné, les petits bouts qu'il m'a fait jouer de Sans Pression, je crois. Peut-être en 2002, peut-être. Et j'étais très impressionnée par le mélange des langues dans les paroles qu'il m'a fait écouter. Et j'ai dit à mes collègues, on devrait donc essayer de poursuivre un projet de recherche sur la langue du rap montréalais, parce que ça a l'air très intéressant et je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà étudié du point de vue linguistique. Et il n'y avait vraiment eu personne qui avait fait ça. À partir de ça, on a découvert tout un monde de chercheurs à travers le monde qui s'intéressaient au langage hip-hop. Parce que c'est les jeunes qui produisent ça de leur propre gré, qui ne sont pas influencés beaucoup par l'école ou les adultes ou les autorités qui sont un peu rebelles souvent, qui s'en servent pour exprimer des opinions politiques qui peuvent être assez controversées. Donc, juste ça, c'est intéressant. Juste ces faits-là sont intéressants. Et puis, on constate ici, à Montréal, un certain type de multilinguisme qui est très unique et qui apparaît dans les paroles, dans les pratiques des artistes rap. Et il me semble que le rap sert de site identitaire. C'est ce qu'on a constaté. C'est sûr que pour vraiment appuyer ce point de vue-là, il faudrait faire beaucoup d'autres entrevues. Il faudrait faire des collectes de données dans des situations non scriptées. Parce que le rap est très scripté. Les rappeurs, ils pensent tout ça à l'avance, ils écrivent tout. Beaucoup de jeux de mots. Très pratiqué. Donc, c'est pas spontané comme parler, mais quand on leur parle, quand on les a interviewés, nous, là, notre équipe, pendant au moins 5-7 ans, là, on a nous-mêmes, les universitaires, conduit des entrevues et on a ensuite, quand on avait notre financement, on a pu embaucher des rappeurs pour interviewer d'autres rappeurs qui étaient très riches comme données. Donc, les rappeurs, quand on leur parle, ils disent parler comme ils rappent dans leur vie quotidienne. Et ils disent aussi que ça fait beaucoup partie de leur identité. Donc, pour eux, c'est vraiment des stratégies identitaires pour se grounder, pour s'identifier comme membre de la communauté hip-hop, comme jeune d'un certain background montréalais, parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient que je dirais pas que je suis québécois, je dirais que je suis de la Rive-Sud, ou bien de Laval, ou bien d'un quartier quelconque, de Saint-Michel. Oui. Donc, pour eux, c'est l'identité de la hood, l'identité du quartier, est plus important qu'une identité soi-disant québécoise. En tout cas, la plupart que nous, on a connus, n'étaient pas québécois de souche, de vieille souche francophone, mais étaient très francophones à cause de leur scolarisation dans le système francophone, évidemment. Et ça, c'est un sujet très intéressant. Je souhaite poser cette question depuis longtemps. Vous parlez dans vos travaux de la québécicité
Est-ce que je la prononce bien? C'est un terme que j'ai inventé. Je voulais un terme qui expliquait pourquoi il y a tellement de questionnements de la part des, je dirais, Québécois de souche, de vieille souche, qui posent la question, vous venez d'où, vous êtes de quelle nationalité? Parce que le fait de parler français québécois n'est pas suffisant pour établir une identité québécoise aux yeux de ces gens-là. D'un côté, c'est l'apparence et de l'autre côté, c'est l'accent français. Donc, même si on parle très, très, très québécois, c'est à cause du fait qu'on a été scolarisé juste ici, mais nos parents venaient d'Haïti ou de l'Inde ou du Vietnam ou de quelque part. Ouais. Les gens se font tout le temps poser la question, vous venez d'où? Mais d'autres, des gens qui habitent ici, qui parlent un très bon français et qui ont l'apparence blanc européen, là, mais qui n'ont pas l'accent québécois en français, vont se faire poser la question, vous venez d'où? Donc, on ne peut pas gagner. C'est ça la québécité. On n'a pas assez de québécité. Soit vu, soit entendu. Et ça me frustre encore. Le fait de toujours être marqué comme ça, à mon avis, ça crée une certaine insécurité linguistique. Justement. Et on n'a jamais le droit de dire qu'on appartient. Le sentiment d'appartenance, on ne peut pas le développer parce qu'on se fait dire tout le temps qu'on n'appartient pas. We don't belong here. Donc, pour les jeunes, quels sont les apports possibles du hip-hop et des comportements des artistes hip-hop qui sont un peu à contre-courant? Quels sont les apports possibles de leur comportement pour les jeunes d'ici? Ça nous ramène à la question d'appartenance parce que la plupart des gens que nous, on a interviewés n'étaient pas blancs, first, ou même s'ils l'étaient, ils ne se sentaient pas complètement à l'aise ici. Et le fait que le système scolaire francophone, l'aménagement linguistique qu'on a ici, le language planning, ça les oblige à fréquenter les écoles francophones. Et ça crée comme une tension, ça crée une frustration à cause du fait qu'ils sont obligés de fréquenter des établissements scolaires où ils ne se sont jamais complètement acceptés. Et je crois que c'était beaucoup le cas avec beaucoup des gens qu'on a interviewés. Et ça les pousse à exprimer leur insatisfaction et leur sentiment de frustration par leur art. Parce que les rappeurs sont des poètes vraiment très talentueux. C'est quelqu'un qui rappe, là, c'est parce qu'il est très, très bon avec le langage. Donc, ça leur donne comme une façon de s'exprimer qui exprime très fortement et de façon très articulée leur point de vue politique, Oui. social, tout là. Et il y en a beaucoup qui se sentent désavantagés à cause du fait que l'accès au pouvoir, là, au cheminement qui vont leur permettre de faire de l'argent, d'avoir la sorte de travail qu'ils veulent. C'est pas toujours évident pour eux. Donc, ils ont tendance à ne pas vouloir s'identifier à la société plus large, parce que la société plus large ne les accepte pas vraiment. Ils créent un sentiment d'appartenance locale, soit quartier, soit hip-hop, soit communauté ethnique. Ce qui aide beaucoup, c'est le fait que le rap est déjà accepté comme étant contestataire comme espace. L'histoire américaine, parce que c'est sûr que avec les origines jamaïcaines et ensuite New York, ok, tout ça, les gens s'attendent à ce que les rappeurs vont dire des choses assez controversées. Ça fait partie du genre. Donc ça peut aider les jeunes qui cherchent une façon de se faire écouter. Oui, c'est comme une plateforme. Une plateforme, une très beau plateforme, oui. Donc, je vous remercie d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir. Ça m'a fait plaisir. Mais il faut dire que vos travaux, ça a comme créé une voie pour nous, pour se dire, c'est légitime le fait d'étudier le rap dans les domaines comme la linguistique appliquée. Je vois que j'ai appris, là, entre autres à cause de vous, qu'il y a comme d'autres chercheurs qui veulent approfondir ce champ de recherche. Et
J'en suis ravie. Donc, merci beaucoup.